Donc on s'en revient pour commencer. On va commencer avec du Grim Dawn. C'est avec ce jeu qu'on va commencer l'année 2019 en stream. Donc il y a d'autres jeux que j'aurais envie de faire en stream. Il y aura du Atom RPG. Peut-être un peu de Mordheim, City of the Damned. Parce que j'ai fait une vidéo de présentation il y a un mois à peu près. Mais je ferai bien une vidéo ou deux dessus, histoire de montrer ce que ça donne quand on se développe un petit peu. Il y a d'autres petites choses comme ça que j'aurais bien envie de refaire. Par exemple, il y a le Seigneur des Anneaux Online, l'Otro, sur son serveur légendaire, c'est-à-dire un serveur vanilla, un peu comme Lineage 2 classique, hein, ou comme World of Warcraft classique qui est censé sortir un jour, d'ici un an je pense. Donc, il y a quand même quelques petits jeux que j'ai envie de faire. Via les soldes sur Steam, je me suis procuré Underrail à 5 €, donc ça pourrait être intéressant d'y jeter un oeil. Le Underrail, apparemment, c'est un jeu très long, donc on va pas faire plus qu'y jeter un oeil. Par contre, bon, bref. Donc là, pour l'instant, on va attaquer du Grim Dawn. Alors, Grim Dawn, j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne. C'est un jeu auquel j'avais joué. Je crois qu'il a fêté ses... Ah, je sais plus, non, Grim Dawn, je sais plus quand il est sorti. Grim Dawn, en fait, j'ai joué... je crois quelque chose comme 80 heures ou 60 heures, je sais plus, avant sa sortie sur l'Early Access, tout ça, sur la bêta. Et depuis la sortie du jeu, j'ai quasiment pas retouché. En fait, si vous regardez là actuellement, il y a un perso affiché, Safana niveau 41. C'est un perso que j'avais monté avant la sortie du jeu, quand le niveau max était 40, hein, donc il n'y avait pas tout le contenu du jeu du tout qui était présent sur la bêta à l'époque. Et je crois que je l'ai rejoué un petit peu histoire de faire un level après coup, mais c'est tout. Et du coup, Grim Dawn, donc d'abord, qu'est-ce que c'est Grim Dawn? Grim Dawn, c'est, pour faire simple, Titan Quest 2. Alors, à ce moment-là, vous allez dire, oui, mais alors c'est quoi Titan Quest? Titan Quest, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est pour moi le seul hack and slash qui se hisse au niveau de Diablo 2. Dans l'histoire de hack and slash, Diablo 2 c'est le jeu ultime, sorti en 2000, c'est un jeu qui a placé la barre extrêmement haut. Ce qui fait que de nombreux hack and slash sont sortis après, hein, notamment par exemple Sacred. Mais ces hack and slash étaient tous quand même, franchement, il faut bien le dire, médiocres. Et en 2006 est sorti Titan Quest. Alors Titan Quest, c'est un jeu qui a été vraiment très réussi sur deux plans. L'univers du jeu et le gameplay. Alors l'univers du jeu, Titan Quest, c'est un jeu dans un univers assez rare, surtout sur tout ce qui est hack and slash. Puisque l'univers c'était les mythologies antiques. C'était un jeu en 3 chapitres. Le premier chapitre, vous étiez dans la Grèce antique. Vous alliez affronter des satyres, des méduses, etc. Dans le deuxième chapitre, vous étiez dans l'Égypte ancienne. Avec la visite des pyramides, hein, etc. Dans le troisième chapitre, vous commenciez au jardin suspendu. Et vous deviez partir, traverser toute l'Asie pour aller jusqu'au fin fond de la Chine. Donc effectivement, ça me fait un peu penser à la série de livres dont on est le héros, la saga du prêtre Jean. Hein, c'est un peu le même délire. Là donc effectivement on était dans quelque chose qui reprenait toutes les mythologies. Alors évidemment ça les mélangeait dans un joyeux bordel. Parce que la mythologie égyptienne, la mythologie chinoise, la mythologie égyptienne et grecque, tout ça, ça correspondait pas forcément au niveau temps. Il y avait forcément des anachronismes, etc. Mais peu importe. Il y avait comme ça un univers qui était réussi, qui était sympa. Et il y avait au niveau du gameplay un truc très sympa. C'était la gestion des classes de personnages. Puisqu'en général, sur les hack and slash, vous choisissez un personnage lorsque vous créez votre personnage. Vous choisissez une classe, pardon, de personnage quand vous créez votre personnage. Eh bien, sur Titan Quest, non.
Au niveau 2, votre personnage acquiert un premier arbre de compétences. Et plus tard, je ne sais plus si c'est au niveau 8 ou 10, il acquiert un deuxième arbre de compétences. Et avec ces deux arbres de compétences, il va créer sa propre classe. Donc le premier arbre de compétences, par exemple, ça peut être guerrier offensif. Et le deuxième arbre de compétences, ça pouvait être, je sais pas moi, mettons mage du feu. Si vous vouliez faire un guerrier capable de lancer des boules de feu. C'était possible. Et donc il y avait quand même pas mal de classes à construire, parce que vous pouviez construire vos classes un peu de briques et de broc. Et ça, c'était très bon au niveau du gameplay, au niveau des mécanismes du jeu. Et les créateurs, donc après Titan Quest, il y a eu un add-on de Titan Quest. Et après, Iron Lore, je crois, a mis la clé sous la porte. Et quelques années plus tard, eh bien, plusieurs anciens de Titan Quest se sont rassemblés pour former Crate Entertainment. Et Crate a sorti un nouveau hack and slash qui est Grim Dawn. Et je dis que c'est Titan Quest 2, pourquoi? Parce que c'est un jeu qui reprend 90% des mécanismes de Titan Quest. Donc on est vraiment en termes de mécanisme sur quelque chose qui est archi connu et archi rodé. Il y a un mécanisme de plus qui va être la dévotion. Il y aura quelque chose de plus qui vont être les réputations auprès des différentes factions. Donc dans Grim Dawn, par rapport à Titan Quest, il va y avoir le fait que certaines quêtes vont pouvoir se terminer de plusieurs façons différentes. Et en fonction de la manière dont vous allez finir vos quêtes, vous allez favoriser une faction ou une autre, ou vous allez pouvoir avoir des loots différents et des récompenses de manière générale différentes. Ça, je pense pas qu'on le verra rapidement. Il faudra jouer un petit peu pour ça. Donc on va commencer par créer un personnage. Alors on va jouer la campagne du jeu. On pourrait faire une campagne custom, mais c'est pas trop ça. On va jouer en solo. Et alors en difficulté, vous avez 3 niveaux de difficulté. Normal, élite, ultime. Pour débloquer élite, il faut avoir fini en normal. Voilà. Et quand vous avez fini élite, vous débloquez ultime. Ça, c'est toujours comme ça que ça se passe sur les hack and slash. Vous avez 3 difficultés. Vous jouez la première, puis la deuxième, puis la troisième. Et notez qu'il y a un truc vétéran qui a été mis en place. Le vétéran, comme ça indique, c'est une option supplémentaire qui n'est disponible qu'en difficulté normale et qui s'adresse aux joueurs expérimentés des hack and slash. Techniquement, ça fait quoi le mode vétéran? Il y a plus de monstres dans les packs. C'est tout. Du coup, je vais activer le mode vétéran. Alors le mode vétéran, qu'est-ce qui va changer par rapport au mode normal? Vous allez pexer moins vite. Parce que les monstres ont plus de vie aussi, j'ai oublié de dire. Bon. Donc les monstres ont plus de vie et ils sont plus nombreux. Donc vous allez avancer dans l'histoire moins vite. Vous allez mettre plus de temps à tuer les monstres et comme ils sont plus nombreux, voilà. Donc vous allez être plus lent pour avancer dans l'histoire. Mais quand vous arrivez au bout de l'histoire, vous aurez quelques niveaux de plus parce que vous aurez tué plus de monstres, tout simplement. Et vous aurez potentiellement plus de loot parce que si vous tuez plus de monstres, vous générez plus de loot. Donc voilà. Alors il faut savoir que la difficulté vétéran peut s'activer ou se désactiver pendant la partie. Donc si jamais je vois que vraiment on avance trop lentement en vétéran, je le désactiverai pour passer en normal simple. Et là normalement c'est... Si vous lisez les forums, tout le monde va vous dire le mode vétéran ne sert pas à grand chose. C'est fun à faire une fois pour sa première partie. Par contre pour toutes les parties suivantes, pour tous les rerolls après... vous jouez en normal parce que ça permet de finir le jeu plus vite. Donc on va lancer en vétéran. Donc voilà, on choisit la difficulté. Donc on choisit qu'on va jouer en difficulté vétéran, seul, main campaign. On débute. Et il n'y a rien de plus. Je veux dire, voilà. Vous choisissez même pas le sexe de votre personnage. Votre personnage, son sexe est déjà prédéfini. Ce sera un homme. Alors j'ai pas parlé encore de l'univers de Grim Dawn. L'univers de Grim Dawn est très particulier parce que certes je dis que c'est un Titan Quest 2, mais c'est pas du tout dans l'univers de Titan Quest. C'est pas dans l'univers de mythologie. Alors j'ai évidemment bien sûr pas pris la bonne personne. Parce que quand vous créez un personnage, la première fois, à chaque fois que je... En fait, à chaque fois je clique sur Start. C'est pas cliquer sur Start qu'il faut, c'est sur Create Character.
Alors, donc là, effectivement, on va du coup choisir le sexe. Donc j'ai dit une connerie. Bon, tant mieux. Là, j'avais... Apparemment, c'était une femme. Ça se voit pas trop. Du coup, ça a du sens de pouvoir choisir le sexe. Ouais, quand je suis malade, je dis vraiment n'importe quoi. Et vous pouvez jouer en mode hardcore. Le mode hardcore, c'est assez classique, hein. La mort de votre personnage est permanente. Alors évidemment, on va pas faire ça. Surtout aujourd'hui où je suis un peu dans la brume là, donc ça va être compliqué. Bon, au niveau de la création de personnage, c'est simple, hein. Vous mettez un nom, vous choisissez le sexe, vous cliquez vétéran ou pas vétéran, vous créez. Et là où c'est rigolo, c'est qu'il l'a pas créé, hein. Voilà. Si je sélectionne une deuxième fois, là il le crée. Alors je sais pas pourquoi il faut... J'avais fait un test il y a 2-3 jours. Il avait fallu aussi que je crée le personnage 2 fois avant qu'il l'enregistre. Bon, peu importe. Donc voilà le personnage. Vous voyez, entre le perso niveau 41 et le perso niveau 1, forcément, c'est pas la même chose. Et donc là on choisit le personnage et cette fois-ci on peut faire start. Et on va peut-être arrêter de faire un peu n'importe quoi. We paid a heavy price, but the trap worked. You seem surprised. It's been a while since we've had a win. How long will it hold? I've never entrapped a being like this. But the bonds hold, for now. How do we dispose of it? I'm just a witch. You're the soldier. If it bleeds, I can kill it. How do you kill a spirit, though? If you kill the mortal vessel while it's bound, the spirit may perish within. If it escapes... It's listening to us. What are you? Others of your kind name us Ethereal. Why have you invaded our world? Your world. We existed first, but were managed by your corrupt gods. Your kind opened the way, and now we return to claim what by right should be ours. I've heard enough of this rubbish. Let's hang it. Destroy this vessel, and I will find another. I have tasted its desires and emotions. Your kind is weak. You have already lost this war. Do it. Captain! Cut him down. What? Are you mad? Better safe than sorry. The spirit has fled! This is a human now. The captain is correct. When they awaken, they won't remember a thing. The Ethereal was right. The war is lost. We're a resistance now, and we need every human survivor we can call to our cause. Maybe this one here can still die with some honor. If they ever wake up, send them to me. If they don't, bury him deep with the others. Alors voilà une petite cinématique d'intro qui plante le décor de l'univers de Grim Dawn, puisque comme dit, voilà, je vous en ai pas parlé. L'univers de Grim Dawn, c'est quoi? On est dans une espèce de monde apocalyptique. L'humanité habitait sur cette planète. Salut Brousaille, bonne année. Et l'humanité a été attaquée par des Éthériens, qui sont des êtres qui existaient sur cette planète bien avant les humains et qui avaient été bannis par les dieux. Eh bien, les Éthériens sont de retour, et là, un Éthérien avait possédé votre personnage, et les autres humains autour voulaient tuer votre personnage pour tuer l'esprit de l'Éthérien à l'intérieur, et au moment de vous pendre,
l'esprit de l'éthérien a quitté votre corps pour ne pas mourir avec. Du coup, les humains vous ont épargné et vous allez les rejoindre. Mais bien évidemment, on vous explique également que, eh ben, ce faisant, vous êtes devenu amnésique. Donc forcément, bah, vous recommencez à zéro. Donc voilà le pitch, c'est un pitch assez minimaliste. Mais encore une fois, on est sur un hack and slash. C'est pas forcément un jeu qu'on joue pour l'histoire. Merci Rosaille. Donc on se relève. Alors notez qu'on a quand même une masse et un bouclier hein, pour un mec qui vient d'être pendu, c'est sympa. On va parler au pendeur Jarvis, si tant est que ce mot existe en français. You're one lucky bastard, I'll give you that. Best go speak to Captain Bourbon right away. He seems to have a plan for you now that we've spared your life. Alors du coup c'est un jeu avec une atmosphère extrêmement sombre, Grim Dawn. C'est un jeu qui quelque part est un peu ce que beaucoup de joueurs auraient voulu que Diablo 3 soit. C'est-à-dire Diablo 2, souvenez-vous, c'était quand même un jeu assez sombre. Et bien ce jeu justement va garder un peu cette atmosphère vraiment très sombre, très obscure. C'est le monde est condamné, l'humanité est condamnée, il reste quelques petits bastions d'humanité qui essayent de résister tant bien que mal. Mais vraiment cette ambiance là, elle est bien dépeinte, elle est bien décrite par le jeu. Du coup, lui, il dit, faut aller parler au capitaine Bourbon. Il a visiblement des choses pour vous. Comment je suis arrivé là? Tu étais possédé, on t'a pendu, mais apparemment l'esprit s'est enfui avant que ta vie ne te quitte. Moi je t'aurais bien laissé la pendue, hein, mais le capitaine avait d'autres idées en tête. Oh, ça ressemble plus à une masse et un bouclier qu'à une branche, Broussaille. Regarde, cette arme, ça ressemble pas trop à une branche, là, elle a l'air quand même travaillée. Bien, donc on va commencer à côté du premier village, qui va être Devil's Crossing, me semble-t-il. Donc on pourra aller à gauche, vous voyez le pont est détruit. Si on claque là sur le site de réparation du pont, j'explique que pour réparer ce pont, il va nous falloir 6 scraps, c'est-à-dire 6 débris, et 3000 Iron Bits, ça c'est la monnaie. Donc il va falloir qu'on cherche des matériaux pour réparer ce pont. Et par là, ce sera le chapitre 2. Hein, donc de toute façon, c'est pas prévu qu'on fasse ça tout de suite. Alors vous notez, comme dit, que j'ai pas choisi de classe lors de la création de personnage. Et je n'ai pas accès à la fenêtre de compétences. Au niveau de l'interface est relativement épurée sur ce jeu. Vous avez en haut à droite la minimap. En dessous la liste des quêtes actives. Bon, on va avoir pas mal de quêtes sur ce jeu. Une barre de vie en rouge, une barre d'énergie, donc de la mana en vert. En dessous 4 icônes. Un icône pour les factions. Donc là pour l'instant on voit les Éthériens, les Chtoniens et Devil's Crossing. Il y aura d'autres factions qui apparaîtront au fur et à mesure qu'on les rencontrera. Ces factions, on va pouvoir gagner ou perdre de la réputation. La réputation nous permettra d'accéder à certains équipements ou à certaines recettes de craft qui seront disponibles auprès de ces factions. Ensuite on a le codex. Le codex, c'est là que va être la liste des quêtes, le journal, la liste des hôtels de dévotion. La dévotion, j'en parlerai plus tard. Et également on y trouvera la liste des... Donc là vous avez toute l'aide en jeu, et on y trouvera également tous les livres, puisqu'on va récupérer pas mal de livres de lore sur ce jeu. En troisième bouton vous avez tout ce qui va être compétences et dévotion. Et en 4, votre feuille de personnage avec votre inventaire. Donc si vous avez joué à Titan Quest, vous reconnaissez immédiatement le truc, parce que c'est exactement la même chose. Hein, donc vous avez les emplacements pour le stuff. Là-haut vous avez ici un collier, vous avez les 2 bagues, vous avez le casque, le haut, le bas, les épaulières, les gants, les bottes. Ici vous avez une relique, ici vous allez avoir une médaille, là une ceinture, une arme, et vous pouvez avoir un deuxième jeu d'armes.
ici à droite les différentes stats de votre personnage. À noter que vous avez uniquement 3 caractéristiques que vous allez pouvoir modifier en dehors des points de vie et de la mana. Il y aura physique. Physique, ça détermine la force au combat et ça vous permet de porter de l'équipement plus lourd et ça vous donne l'agilité d'esquiver les attaques ennemies. Techniquement, ça vous permet donc d'avoir une meilleure armure, ça vous permet de faire plus de dégâts et ça vous permet d'avoir une meilleure statistique de défense. Ça augmente également la capacité de résistance à la douleur et la régénération de vos blessures, ainsi que la capacité de ne pas être blessé de manière critique. Donc généralement je suppose que ça va gérer la santé, toutefois je ne saurais dire exactement, on verra ça plus tard. Vous avez Cunning, la ruse. Alors, une intelligence rusée augmente vos techniques de combat, augmente vos dégâts de type physique, de type perçant, de type saignement et de type dégâts internes. Ça augmente également vos chances de toucher en mêlée et à distance et de faire des coups critiques. En gros, c'est ce qu'on appelle en général la dextérité sur ce genre de choses. Spirit, ça permet d'augmenter l'énergie et d'utiliser des objets avec des enchantements plus puissants. Ça permet également d'augmenter les dégâts des attaques magiques. En fait, les bonus, vous voyez, Spirit du 50, ça donne plus 23,3% aux dégâts magiques, plus 25% aux durées des dots, techniquement. 0 points d'énergie bonus et 13% de régène d'énergie bonus. Le physique, ça donne de la santé, de la régène santé. Cunning, ça augmente des dégâts physiques, les dégâts... Ah, donc physique, ça n'augmente pas la santé, ça n'augmente pas les dégâts, ça augmente que la santé. Ok, donc les dégâts, ça va être Cunning, ça augmente les dégâts physiques, les dégâts perçants et les dégâts sur la durée. Ok. Écoutez, on va voir ça. Vous avez en dessous les résistances, et après, bah, vous avez tous les détails des dégâts que vous infligez, avec ici surtout une stat qui va être intéressante, c'est le DPS. C'est généralement une stat que vous allez regarder beaucoup, votre DPS, pour comparer le stuff. Ensuite de ça, vous avez ici les emplacements rapides, donc pour les compétences et les potions. Ici, la compétence clic gauche, la compétence associée au clic droit, et à droite 4 autres boutons, donc la carte. Un bouton multijoueur. Un bouton sur les achievements, donc les succès. Vous voyez que pour l'instant, par exemple, en personnage, j'ai débloqué le succès atteindre le niveau 10 et atteindre le niveau 35, parce que j'ai déjà un perso niveau 41. Au niveau du monde, j'ai un succès collecter 5 notes de l'or. Bon, voilà. Donc les succès, à quoi ils servent? Bah, rien, ce sont des succès, quoi. Et vous avez un dernier truc, un dernier bouton qui sont les options. Notez que quand vous êtes dans les options, ça coupe le son, ça fait assez bizarre. Enfin ici, vous avez juste à gauche de la barre de vie, vous avez un bouton auto show loot. Vous choisissez quand le loot tombe, la qualité du loot qui vous est montré. Si vous choisissez par exemple auto loot rare plus, ça veut dire que seuls les objets de niveau rare et plus vont être affichés par le jeu. Les autres ne seront pas affichés par le jeu. Donc bon, moi au départ, je veux tous les types de loot, voilà. Et le texte sur la barre de vie, il y a une espèce de surcouche jaune. Cette surcouche jaune, c'est une barre de régénération. On verra ça ensemble plus tard. Donc si on va aller par là, le pont est cassé également. Par contre là, il n'y a pas moyen pour l'instant de le réparer. Alors, ici nous avons s'appelle Riftgate, qui sont ni plus ni moins que les waypoints classiques. Et le personnage avec un point d'interrogation sur la tête, bah, c'est qu'on a une quête à lui rendre. Et bah on va le faire. C'est le capitaine John Bonbon. Possessed by the same creatures that have been reanimating these zombies here. Normally I'd have burned you with the rest to be safe, but we've lost too many people to the dead. I need someone expendable, someone with nothing to lose but a lot to gain. Right now, you're that person.
prove your worth to me, and the survivors of Devil's Crossing may just welcome you. Ok, donc la personne nous dit qu'on a l'air pas si mal finalement pour quelqu'un qui était aux portes de la mort. Que plutôt que de nous laisser mourir, il a préféré nous sauver parce qu'il a besoin de quelqu'un de dispensable et qu'on va jouer quelqu'un qu'on peut jeter, quoi. Et qu'on peut, on peut et on va jouer ce rôle parce que avant de nous laisser rentrer à Devil's Crossing, qui est l'espèce de village, hein, avec tous les services, les marchands et autres donneurs de quêtes, eh ben, il faut d'abord qu'on se montre digne et donc qu'on fasse la première quête. Alors lui me dit, le corps des morts se relève dans une non-vie assez horrible. Quelque chose les réanime avec de l'énergie éthérée. Nous observons les morts depuis pas mal de temps et apparemment ils sortent de Burial Hill, les collines du cimetière, juste par-delà la ville. Je veux que vous alliez là-bas, que vous trouvez ceux qui contrôlent ces abominations et les détruisiez. Oui, parce que comme dit, c'est la guerre, hein, les éthérés contre les humains, les éthérés profitent pour relever les morts et les pauvres humains sont totalement submergés. Alors, où trouver Burial Hill? Je ne peux pas lui poser la question, c'est un jeu qui est relativement couloir, hein, c'est un hack and slash après tout. Ok, bah écoutez, je vais essayer de trouver qui réanime ces cadavres. Tiens, s'il y a un... Voyons. Nous avons trouvé un loot. Un chapeau en tissu de vitalité. 17 armures, plus 59 vie, plus 3% de vie. Plus 1,5 de mana régénéré par seconde. Tout à fait sympathique. Le gameplay est ultra simple. Alors, on est sur un hack and slash. Alors comme je suis en vétéran, comme dit, les monstres ont plus de vie. Du coup, je vais pas les one shot. Alors vous voyez ici, on nous explique la phase trégène. En fait, la surcouche jaune qui est sur votre barre de vie, c'est ce qu'on appelle la constitution. À chaque fois que votre vie baisse, dès que vous arrêtez de prendre des coups en quelques secondes, la barre jaune va, elle, baisser et votre vie va se remplir rapidement. Ce qu'on appelle le fast regen. Et du coup, c'est très important et ça fait de la constitution une stat tout à fait utile. La constitution, vous pouvez la regagner soit en gagnant un niveau, soit en trouvant des rations et des repas. Vous voyez là par exemple, je perds de la vie. Et bien vous voyez, donc là ma barre de vie remonte et ma barre jaune elle descend légèrement. Alors il n'y a rien d'autre à trouver ici. J'aime bien la façon d'ouvrir les portes de notre personnage. Tout dans la finesse. Hop là, level up. Alors on va prendre le temps d'étudier ce level up. Donc on va d'abord tuer ce qui se traîne ici. Parce que le niveau 2, c'est comme sur Titan Quest. Vous allez acquérir votre première maîtrise. Donc les maîtrises, qu'est-ce que c'est? Alors les maîtrises, vous en avez 8. Chaque maîtrise correspond à un gros arbre de compétences. C'est pas juste un arbre de compétences, ce sont quelques arbres de compétences mis côte à côte. Alors vous avez quoi comme maîtrise? Vous allez en choisir potentiellement 2 à terme. Vous pouvez très bien choisir d'en avoir qu'une. Mais généralement vous avez quand même plutôt intérêt à en avoir 2. Donc la première maîtrise c'est soldat. Soldat c'est le guerrier au cac. Pour faire simple. Le démolitionniste. Le démolitionniste, c'est l'expert en explosifs. Le mec qui va jeter des grenades, il va tirer avec ses pistolets. L'occultiste qui va être l'invocateur essentiellement. Le Nightblade qui va être l'assassin, pour faire schématique. L'arcaniste qui est normalement l'archétype du mage classique. Le chaman qui sera une espèce de druide.
L'Inquisiteur. L'Inquisiteur, c'est une classe qui est sortie avec l'extension Ashes of Malmouth. Ne me demandez pas exactement ce que fait l'Inquisiteur. C'est une classe qui est assez douée avec les armes à distance, mais ils ont également des runes arcaniques qui leur permettent de faire de la magie. Et le nécromancien qui va donc appliquer des debuffs, des dots et du drain de vie. Alors qu'est-ce que je vais faire comme perso? Je pense que je vais faire un soldat et un nécromancien. Histoire de faire dans la finesse absolue. Je ne vais pas prendre des builds comme vous pouvez en trouver sur les sites internet ou sur YouTube, etc. Des builds qui courent au sort. C'est pas mon objectif. Donc quand vous choisissez une classe, voici à quoi ressemble l'écran de maîtrise. Tout en bas, vous avez un niveau de maîtrise qui est sur 50 points. Et ensuite, vous avez toutes les compétences associées. Les compétences carrées sont les compétences actives. Les compétences rondes sont des compétences passives. Notez qu'il y a plusieurs arbres à l'intérieur de l'arbre. Par exemple, si vous prenez Force Wave, vague de force, vous avez 3 compétences passives qui y sont rattachées. Eh bien, les compétences passives vont vous permettre de modifier le pouvoir de la compétence de base. Et parfois, ça le modifie radicalement. Par exemple, Force Wave, c'est une espèce de vague de force, comme son indique, qui part devant vous sur 10 mètres, qui inflige 75% des dégâts de votre offhand et qui peut assommer la cible. Vous pouvez prendre 3 passifs associés. Vous avez Secousse, qui réduit les dégâts d'armes, mais par contre, et qui réduit totalement la durée du stun, mais qui coûte moins cher. Vous avez Rending Force, force pénétrante, qui augmente la portée, qui rajoute des dégâts perçants et des dégâts critiques et des dégâts physiques. Et trauma interne qui rajoute des dégâts de type trauma et de type saignement, ainsi que du ralentissement sur les ennemis. Donc vous allez pouvoir choisir, parce que vous n'aurez pas assez de points de compétence pour prendre tous les skills là-dedans, mais même pas en rêve. Donc vous allez choisir pour chaque compétence, est-ce que vous voulez la garder native ou est-ce que vous voulez y appliquer des effets passifs. Généralement, les effets passifs ont des choses, par exemple, soit ils ont des effets bénéfiques, mais qui sont légers, soit ils ont des effets bénéfiques assez forts, mais à ce moment-là, ils ont aussi des contrepoids, si on peut dire. Par exemple, si on prend cri de guerre coûte 20 en énergie, ça fait une réduction de 33% de la santé de l'ennemi, et ça taunt. C'est pas mal. Si vous prenez ce passif, casser le moral, ben ça va augmenter le coût en énergie de la compétence. Ça va interrompre si la cible est en train de caster quelque chose, ça l'interrompt et ça va l'empêcher de lancer ce sort ou de lancer des compétences pendant 3 secondes. Donc vous rajoutez des effets, mais donc vous avez cette incapacité à lancer des compétences pour votre cible, mais vous avez un prix qui est un coût en mana plus élevé. Donc c'est à vous de choisir, est-ce que vous voulez vraiment rajouter cet effet, ou est-ce que vous préférez garder le truc de base, mais du coup avec le coût de base. Et ça va être intéressant, et du coup ça va pouvoir permettre d'affiner des builds, de créer des synergies. Notez toutefois que pour l'instant, toutes ces compétences sont grisées. Pourquoi ? Quand vous gagnez un niveau sur Grimdawn, vous gagnez 3 points de compétence. Or, notez que chaque compétence, elle est en verticale par rapport à une marque. La première colonne correspond au chiffre 1, la deuxième colonne au chiffre 5, la troisième au chiffre 10, puis 15, 20, 25, 32, 40 et 50. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que pour pouvoir prendre une compétence, il faut avoir augmenté son niveau de maîtrise
jusqu'au point indiqué. Par exemple, si je veux prendre Menhir's Bulwark comme compétence, qui fait 2% d'absorption des dégâts, ça augmente les dégâts physiques de 10, ça augmente la durée de mes stuns de 5%, ça augmente ma régène de santé, ça augmente ma constitution, hein, donc la surcouche jaune qui permet de régénérer de la vie. Ça me donne un bonus de résistance à la réduction de la vie et ça augmente tous mes dégâts de riposte. Si j'ai envie de prendre cette compétence, eh ben, il faut que j'ai 50 points en maîtrise. Donc ça veut dire que quand vous allez gagner des points de compétence à chaque niveau pour votre level up, il va falloir choisir et bien doser comment vous les répartissez. Est-ce que vous commencez par mettre tous vos points en maîtrise et à ce moment-là vous ne mettez aucun point en skill et vous n'avez aucun skill? Est-ce que vous mettez par exemple pour débloquer le premier skill, cadence, qui est généralement le premier skill clic gauche, il faut avoir 1. Voilà, donc j'ai mis un point en maîtrise. Alors les points en maîtrise, ce ne sont pas des points perdus, ce sont des points qui ajoutent directement des stats. En l'occurrence pour soldat, le premier niveau de maîtrise, c'était 5 en physique, 3 en cunning, 2 en spirit, 28 en santé, 10 en mana. Plutôt pas mal. Mais maintenant, il me reste 2 points de compétence. Alors, soit je continue à augmenter ma maîtrise, parce que ça me permettra de gagner des points de physique, de cunning, donc de gagner clairement des points de vie, des points de dégâts en attaque normale. Ou je peux aller choisir des compétences. Et là, j'en ai 3. J'ai avantage marcovien. C'est une compétence passive. Elle a 8% de chance d'être utilisée lorsque vous mettez un coup à votre adversaire. Si elle se déclenche, vous faites 128% des dégâts. Vous rajoutez 14 points de dégâts physiques et 15% à tous les types de dégâts. Et ça réduit la capacité défensive, donc globalement l'esquive de l'adversaire pendant 5 secondes. C'est très puissant, mais c'est un proc qui a 8% de chance de se faire. 8% de chance, c'est pas un proc tellement fiable en soi. Vous avez une compétence active qui est donc Force Wave, vague de force qui permet de stun les ennemis et de faire des dégâts. Et vous avez Cadence, qui est une compétence, en général, là, la compétence qui est là, c'est une compétence que vous pouvez tout à fait affecter au clic gauche. Vous remplacez le coup blanc par cette compétence. Donc elle coûte 1 en mana, donc effectivement elle coûte pas très cher. Alors, lorsque vous avez 2 charges, donc en fait à chaque fois que vous tapez, vous gagnez une charge. Lorsque vous avez 2 charges, vous faites 130% des dégâts et 29 dégâts physiques. Donc en gros, je crois que c'est le 3e coup. Donc vous accumulez 2 charges et puis après vous faites un coup puissant, si je dis pas de conneries, c'est le 3e coup. Quand vous tapez, mettez un coup normal, un coup normal et le 3e coup c'est un coup avec un bonus de dégâts. Et comme j'ai envie de faire un peu d'AOE et un peu de stun, je vais quand même aussi prendre Force Wave. Voilà, tant que je n'ai pas fermé cette fenêtre, je peux reset les points si je le souhaite, ou j'ai pas envie de le faire. Et ici donc on aura la dévotion. La dévotion, qu'est-ce que c'est? La dévotion, c'est un truc assez compliqué. C'est tout un ensemble de constellations. Chaque constellation a une couleur dominante. Et vous allez débloquer, vous allez trouver des hôtels dans le jeu qui vont débloquer des points de dévotion. Et donc vous commencez ici et vous allez débloquer des points. Chaque point va vous débloquer un certain nombre de points dans une affinité. Et quand vous avez assez de points dans une affinité, vous allez avoir accès à d'autres constellations. Par exemple, si je débloque le point du haut ici, ça me donne un point d'affinité bleu. Et du coup, voilà, certaines constellations qui ici vont être indiquées en bleu vont devenir disponibles. Donc les constellations, après, leur nœud apporte des bonus divers et variés. Par exemple, vous prenez ce nœud-là au niveau du Kraken, c'est plus 50% sur tous vos dégâts. Alors il est bien évident que c'est très puissant. Pour débloquer cette étoile, il faut avoir 5 verts et 5 bleus. Sachant que cette étoile elle-même donnera par la suite 3 points bleus et 2 points rouges. Donc il va falloir réfléchir au niveau des constellations à la manière dont vous faites votre build.
Sachant qu'on peut réinitialiser certains points. Alors, il faut choisir l'un ou l'autre. Ouais, mais j'aime pas choisir. Alors, je vais mettre Force Wave en clic droit. Je vais mettre en clic gauche cadence. De toute façon, savoir une chose sur ce jeu, c'est que en dehors des points de niveau de maîtrise, les points que vous mettez dans les compétences, vous pouvez les reset. Moyennant finance, certes, mais vous pouvez les reset. Donc si jamais à terme, je me rends compte que Force Wave ne m'intéresse absolument pas, ce qui est tout à fait possible hein, d'ailleurs, puisque comme dit, j'ai pas joué à ce jeu depuis sa sortie, donc je pourrais dire si ce skill va m'intéresser. Mais si je préfère par exemple partir uniquement sur cadence et ne pas prendre Force Wave, eh ben, je peux aller reset mes compétences. Il faut juste que j'ai accès pour l'instant au village et au service du village. Alors nous avons trouvé un scrap. Rappelons que des scraps, on nous a dit qu'il en fallait pour réparer le pont pour aller vers l'acte 2. Il en faudra pour plein d'autres choses, cela dit, mais ok. Alors on a trouvé une grande épée. Ça me fait gagner 4 DPS, mais ça me fait perdre l'armure du bouclier. En tout cas, ça me fait perdre les chances de bloc du bouclier. Pour l'instant, on va partir en DPS. Je veux dire... Allez, on est parti. On va aller taper un petit peu parce que pour l'instant on parle, mais on tape pas. Alors Grindon est un jeu sur lequel il y a pas mal de petites choses à trouver, que ce soit des coffres ou même par la suite, donc je vous ai dit les espèces d'hôtels de dévotion. Donc il est relativement intéressant généralement d'aller explorer le jeu. Les cartes ne sont pas des couloirs. J'ai dit c'est un jeu couloir, oui, les zones se suivent les unes les autres en général. Par contre, les cartes sont rarement des couloirs tout droits. Et les cartes également ont un côté aléatoire, à savoir que vous voyez qu'il y a des chemins, vous le verrez assez rapidement. Mais régulièrement, ces chemins sont bloqués par des barricades ou des rochers. Parfois, sur certaines parties, ils ne seront pas bloqués, vous pourrez passer. Sur d'autres parties, ils seront bloqués et vous allez être obligé de faire le tour de la carte. Bon, ils sont où les vilains là? J'ai envie de casser du vilain. Ils sont en train de se battre, les deux là. Waouh! On a déjà un objet de qualité vert. Ça rigole pas. Alors, c'est une grande épée qui, par rapport à mon épée actuelle, fait des dégâts de foudre. Du coup, au total, ça fait 3 DPS de plus. Alors, de base, elle fait moins de dégâts physiques. Hein. La mienne fait 11,45. Celle-là, elle fait 9,42. Par contre, elle a plus de... Elle perce plus l'armure. Donc, c'est plutôt pas mal. Elle a la même vitesse d'attaque. Et elle fait des dégâts de foudre en plus. Bah, écoutez, ma foi, je ne vois pas de raison de ne pas utiliser cette nouvelle arme. Alors, est-ce qu'on a à peu près tout visité? Pour l'instant, à peu près. Notez que l'XP monte relativement vite au début, hein, c'est normal. Une fois, on est au tout début. Alors, nous avons ici une food rations, la ration de nourriture. Vous voyez ce qui se passe quand on la mange? Eh bien, tout simplement, on régène une partie de notre constitution. C'est très pratique parce que la constitution, j'avais commencé à dire tout à l'heure, on la régène quand on gagne un niveau, mais sinon il faut manger pour la régène. Et ça va vous arriver assez régulièrement d'être à 0 de constitution parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas trouvé de bouffe.
et que bah, les niveaux, vous n'allez pas les gagner très vite, à terme. Alors, l'épée me donne un nouveau skill. Oui, Lightning Sphere, 8% de chance. Donc, en fait, les dégâts de foudre, c'est un proc. Exact. Les dégâts de foudre ne sont pas des dégâts qui sont constants. C'est un proc, 8% de chance de se faire. Je trouve un livre. Donc les livres, c'est du lore. Et quand vous les lisez, vous gagnez un peu d'XP. C'est toujours utile. Donc là, en l'occurrence, c'est le journal du maître du port. Alors, donc la brume d'automne apparaît assez tôt cette année, mais le trafic reste tout à fait dense. Il y a un courant continu de marchandises qui vient de Malmouth et d'autres villes vers le nord-est. Certains de ces bateaux arrivent à peine à flotter, tellement ils sont chargés. Les voyageurs qui s'entassent dessus, parfois des familles entières, amènent avec eux des contes étranges de guerre et de surnaturel. Bref, le lore. Le lore de cette terre qui est en train de tomber dans l'apocalypse. J'ai cru comprendre que j'ai chopé une masse. C'est une masse à une main qui fait des dégâts de vitalité, qui convertit des dégâts physiques en dégâts de vitalité, qui augmente les chances de toucher, mais qui a 2 DPS de moins. Alors je pourrais l'équiper pour remettre un bouclier, mais non, je ne vais pas faire ça. Par contre, je pouvais aller de l'autre côté, je crois. Est-ce qu'il y avait quelque chose à trouver par là? Beaucoup de scrap aujourd'hui. Je sais pas si c'est moi ou... Encore une fois, ça fait longtemps que j'ai pas touché à ce jeu, alors le taux de drop des scraps, je ne le connais pas exactement. Donc notez qu'on a beau être en vétéran, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de challenge fou. Bon, c'est normal, hein, on est sur la première zone du jeu. Il y aura un peu plus de challenge par la suite. Et je suis passé niveau 3, en passant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des points, tous mes points en maîtrise, pour avoir le plus gros boost possible de physique, de cunning, de spirit, de vie et d'énergie. J'aurais pu augmenter par exemple cadence, hein, mettre un 2e point en cadence. Après sur Titan Quest, j'ai toujours une préférence pour le fait de booster les maîtrises au maximum en mode normal et de booster les skills après plutôt dans les difficultés supérieures. Peut-être que c'est une mauvaise idée sur ce jeu-là. Hop, on trouve des jambières, c'est bien. Peut-être donc est-ce une bêtise sur ce jeu, je ne sais pas encore une fois, c'est un jeu que je reprends. Alors, Tome of Mending, ça c'était pour se soigner, je n'en avais pas vraiment besoin. Alors, nous avons une masse d'attaque qui fait 2 DPS de moins que ce que j'ai, ainsi qu'une lame à une main, une hache à une main, qui fait plus de DPS que mon épée à 2 mains. C'est plutôt pas mal, mais qui requiert 79 en physique. Alors notez que chaque fois que vous gagnez un niveau, vous gagnez également un point de stat. Donc je pourrais mettre ce point en physique et gagner du physique. C'est probablement ce que je vais faire. Vous voyez, avec un point je passe à 78, avec un 2e point je passe à 86. Du coup, je peux équiper ça, au lieu d'être à 66 DPS, je passe à 62 DPS. Bah, du coup non, effectivement, c'est pas exactement logique. Le coup du plus 1 DPS si équipé, c'est assez original. On va voir ce que ça va donner, hein. Comme quoi, pas toujours se fier aux indications, hein. Les indications, parfois, c'est pas trop ça. En début de partie, j'aurais quand même tendance à apprécier ce Force Wave. Je dis pas qu'à terme je le garderai, mais en début de partie, j'ai quand même relativement tendance à l'apprécier. Parce que bah, ça peut faire un petit stun AOE. Et en début de partie, vous êtes généralement pas stuffé, vous êtes un peu à poil, vous ne semblez à rien, vous êtes un peu un clochard. Et quand vous êtes un clochard, vous appréciez d'avoir un petit boost supplémentaire.
Alors, nous avons aussi 2 livres. Je ne vais pas nécessairement lire les livres, parce que c'est du lore, hein. Mais d'abord, comme je suis un peu malade, j'ai un peu la voix qui est attaquée, donc je ne vais pas forcément forcer dessus. Alors, pour porter cette coiffe tissée, il faut qui fait 29 d'armure, il faut 74 en spirit. Le spirit, c'est ce qui touche à la mana. Je le toucherai peut-être plus tard, mais je ne sais pas encore. Le point de caractéristique, je compte pas les attribuer rapidement. Là, j'en ai mis 2 en physique, histoire de vous montrer. Mais je compte pas les attribuer rapidement. Tout simplement parce que j'ai pas forcément d'idée de ce que je vais faire sur le long terme avec ce personnage. Oh, Barog de Blooded. Vous voyez, il a une étoile sur la tête, c'est-à-dire que c'est un boss. Bon, boss ou pas, il meurt très bien. Hein. Et les boss, ils lâchent des sortes de poches de loot. Plutôt du bon loot. Notez qu'il y a une ration. Je préfère essayer de ne pas la prendre la ration parce que j'en ai pas besoin. Là, vous voyez, ma constitution elle est quasiment au max. Je préfère la laisser là et venir la récupérer plus tard si jamais je devais être à court de constitution. Notez que même en vétéran, le jeu est tout à fait dynamique. Hein. Ça tue bien, ça tue vite. Ça tue en grande quantité. Alors, j'ai chopé ici, pour les gens qui ont joué à Titan Quest, ça vous parlera. Nemrod Poly, en fait, ce sont des composants partiels. Vous vous souvenez certainement des plumes de harpie ou des conneries comme ça que vous chopiez à longueur de temps sur Titan Quest. Donc ce sont des composants que vous pourrez ensuite appliquer sur vos items pour avoir des bonus. Donc vous pouvez les appliquer sans réunir le composant total. Mais si vous réunissez le composant total, vous avez un petit bonus supplémentaire, comme sur Titan Quest finalement. Donc notez quand même que ce composant c'est 2 en physique, 2 en cunning, 2 en spirit, c'est pas mal du tout. Hein. Alors on a chopé un couteau. Le DPS ajouté indiqué ne prend pas en compte le skill de l'arme. Bah c'est encore pire parce que normalement c'est... Ah oui, donc le -1 damage par seconde indiqué sur l'arme ne prend pas en compte le skill en fait. Alors qu'ici il prend en compte le skill. Oui, du coup ça explique certaines choses. Effectivement. Alors j'ai encore gagné un niveau. Je suis le mec qui gagne des niveaux à gogo. Donc je suis monté à 5. J'ai maintenant accès à d'autres compétences. Et moi je voulais aller chercher une compétence passive qui est conditionnement militaire qui augmente le physique de 1% et la vie de 2%. Je trouve que c'est assez fort. Volonté du menhir, c'est quoi? Ça s'active lorsque votre santé tombe en dessous de 33%. Ce skill a un temps de recharge de 25 secondes. Il dure 10 secondes. Il restaure 10% de vie. Plus 16 points de vie par seconde. Donc ça fait 160 points de vie plus 10% de vie. C'est sympa. C'est sympa. Je serais assez tenté de prendre les deux. Mais je peux pas prendre 25 skills différents non plus. Donc pour l'instant je vais rien prendre. Je vais garder ces points de compétence. Et il faut que je réfléchisse à comment je vais développer mon personnage. Mais vous avez clairement pas assez de points de skill pour développer tous vos skills. Donc il faut effectivement que vous fassiez des choix sur le développement de personnage. Et encore pour l'instant j'ai qu'une seule maîtrise. Par la suite on gagnera 3 points de compétence par niveau. Mais on aura 2 maîtrises. Donc ça va devenir encore plus compliqué de faire ses choix. Donc c'est un jeu sur lequel il vaut mieux passer du temps à étudier les possibilités offertes par vos classes avant de choisir. Alors la hache Dolman, elle fait -1 DPS. Par contre, elle donne un skill, c'est un proc qui a 8% de chance de se faire et qui fait 37 points de dégâts de froid, qui a 25% de chance de passer au travers des ennemis. Et qui a un temps de recharge d'1,5 secondes. Je pense que du coup, en DPS global, si je mets ça... Non, c'est moins bon.
Parce qu'elle elle tape clairement moins fort que ma hache. Ouais, parce que 8% de chance, c'est un 12e. Donc en gros, c'est comme si elle faisait à chaque coup 3 points de dégâts de froid en plus. Donc à chaque coup, elle fait 13 à 30. Donc effectivement, elle fait un peu moins de dégâts, un poil moins que la hache que j'ai. Bon, c'est pas fou quoi. Alors... Écoutez, on va peut-être y aller, hein, parce que je traîne. Je passe ma vie là à raconter tout et n'importe quoi. Ça fait 55 minutes que j'y suis, j'ai pas fait grand chose. Bon, je suis quand même niveau 4, hein. Salut. Voyons, ceux-là, ils sont de niveau un peu plus haut. Les niveaux 4 sont un peu plus longs à tuer. Hein. T'es pas mort, toi ? Alors, oh bah tiens, on trouve quelqu'un, Faldis. On va tous mourir ici. Ok. Tu viens d'où, mec? J'étais avec un groupe de survivants à Devil's Crossing. Vous savez, la vieille prison. Mais on a commencé à manquer de nourriture et de fournitures de manière générale. Alors j'étais volontaire pour partir récupérer des fournitures dans la Lower Crossing. C'est le nom du patelin où on est. Je pensais que c'était assez safe, mais je me gourais. Oui, là, c'est rien de le dire, mais tu t'es gouré. J'ai été pourchassé par un groupe d'horreur des failles. Mais je n'entends plus leur babillage qui rend fou. Je suppose que je dois vous remercier pour ça. Ouais, donc en gros, lui, c'était des espèces de petits cafards géants là qui l'ont poursuivi, je suppose. Oui, les ennemis ont une faction Grousaille. Effectivement, sur l'écran de faction que j'avais montré tout à l'heure, ouais, vous avez vu deux factions. Il y avait les Ctoniens et les Éthériens. Les Éthérés. Enfin, je sais pas comment se traduit en français. Bon, les Éthériales. Les ennemis vont être liés à des factions et du coup, bah, ça va modifier vos différentes factions. Selon la manière dont vous allez évoluer dans les factions, bah, ça va probablement changer certains comportements de certains ennemis. Alors, l'endroit est rempli de morts. Nous ne ferons pas 5 pas avant d'être encerclés. Je suppose que je peux t'ouvrir un Rift Gate. Ça va te renvoyer à la maison. Waouh, j'ai du mal à croire à ce que tu es en train de me dire. Après tout ce que j'ai vu à Burwitch. Alors le Rift Gate, c'est quoi? Je n'en ai pas parlé, le Rift Gate. Bah, c'est le parchemin de téléportation de Diablo 2. Hein. Il y a la même chose sur Titan Quest. Hein. Vous ouvrez un portail et du coup, vous pouvez aller en l'occurrence à Devil's Crossing. Et après, en reprenant le portail, vous pouvez vous transporter vers votre Rift Gate. Bon, c'est encore une fois, c'est le scroll de Town Portal, hein, rien, ni plus ni moins. Mais on a sauvé la personne. Alors ce qu'on va faire, bah tiens, on va quand même aller voir en ville. On n'a pas encore accès à la ville à mon avis. Donc je pense pas que je puisse aller voir la personne pour en savoir plus. Vous voyez, parce que la quête Lost Survivor, il faut que je lui parle à l'intérieur de Devil's Crossing. Mais c'est effectivement à l'intérieur de Devil's Crossing et je n'ai pas encore accès. Tant pis. Donc il faut d'abord que je fasse la quête que m'a donné le capitaine John Bourbon. D'aller détruire ce qui est à l'origine de l'apparition de morts-vivants. Notez que l'ambiance musicale est parfois un peu décalée sur ce jeu. Donc eux,
Alors si vous voulez savoir la faction d'un ennemi, en dessous de sa barre de vie, ou au-dessus de sa barre de vie, en dessous de son nom, c'est indiqué. Normalement. Bon, eux ils sont juste insectoïdes, hein, donc ils appartiennent pas à une faction. Alors Elixir of Spirit, c'est quelque chose qui rendait de la mana. Bon, j'utilise pas vraiment de mana. Ces essaims sont là encore que des insectoïdes, hein, sont pas vraiment de faction a priori. Mais les espèces de cafards que j'ai tués là avant, ils étaient notés Rift Gate, je crois, ou un truc comme ça. Rift Spawn, voilà. Ça c'est le type de monstre. Rift Spawn. Poum, poum, poum. On va essayer d'avancer quand même pour faire la première quête. Quitte à pas nettoyer intégralement tout le jeu. Alors ici on a notre premier waypoint. Waypoint de Lower Crossing. Et nous arrivons sur la zone de Burial Hill. C'est dans cette zone que se trouve l'origine des morts vivants. Donc on doit aller l'explorer. Alors je sais d'expérience que c'est pas sur cette zone directement, c'est une caverne qui est au centre sous la zone. Et ici il y a un type de truc qu'il va nous falloir tuer en grande quantité, sont les cristaux d'éther. Les cristaux d'éther, vous en aurez besoin. Par exemple, j'ai parlé du point de dévotion, j'ai dit que les points de dévotion, vous pouvez les réinitialiser ou les racheter. Pour racheter des points de dévotion, il faut dépenser des Iron Bits, donc de l'argent, mais également des cristaux d'éther. Donc il est bon d'en garder pas mal sous le coude. D'autant que la dévotion, c'est un système qui est fait pour que vous utilisiez le reset. Parce qu'il y a un truc que je n'ai pas mentionné avec la dévotion, c'est que, mettons que je prenne ce palier, ça me donne 1 d'affinité bleue. Avec ça, je pourrais aller chercher un truc qui nécessite que 1 d'affinité bleue. Alors je sais pas exactement où en trouver, peu importe. Mais quand vous prenez, je suppose que ça doit être par ici, voilà. Par exemple là, cette étoile Tsunami, pour prendre le premier skill de cette étoile, il faut 1 en affinité bleue. Et quand vous réalisez la constellation, elle vous donne 5 en affinité bleue. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous avez 1 d'affinité bleue qui vous a été donné par ce... Si vous complétez la constellation, ici, vous allez avoir 1 point d'affinité bleue. Et le point d'affinité bleue, il va apparaître ici. Vous allez faire la constellation ensuite, ici. Elle va vous donner 5 points d'affinité bleue, vous en aurez 6. Eh bien, si vous réinitialisez ce point, le tout premier point, eh bien, vous allez donc faire baisser votre affinité de 5, mais ça suffira quand même pour que cette constellation-là reste prise. Donc, globalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez prendre régulièrement un certain nombre d'étoiles, un certain nombre de constellations, pour gagner des points d'affinité, ici, pour débloquer les constellations qui vont vous intéresser. Mais après, comme ces nouvelles constellations que vous allez débloquer vont elles-mêmes générer des points d'affinité, ça va vous permettre éventuellement de supprimer des points intermédiaires entre guillemets que vous aviez pris pour vous libérer d'autres points de dévotion pour aller prendre d'autres constellations. Donc le système de dévotion, c'est un système qui, pour être optimisé, va nécessiter que régulièrement vous réinitialisiez des skills. Du coup, il va falloir aller chercher des cristaux d'éther régulièrement. Alors ma deuxième Polished Emerald. Alors pour ce qui est Polished Emerald, vous pouvez faire comme sur Titan Quest, vous cliquez ici sur ce bouton et ça assemble toutes les parties de composants. Vous voyez, j'en ai 2 des Polished Emerald.
Donc avec 2 partiels sur 3, maintenant c'est plus 5 en physique, cunning et spirit. C'est plutôt pas mal. Si j'en trouve une 3e, à mon avis, je vais avoir un bon petit certissage à faire. Bon, ils sont où les vilains là? Donc vous voyez ce que je vous dis, parfois sur la route, vous avez des trucs qui vous bloquent. Là, si je veux passer sur la route, je peux pas. Sur une autre partie, ici, j'aurais pas ce chariot et je pourrais passer sur la route tranquillement. Donc eux, ce sont des insectoïdes, mais ils sont Rift Spawn. Vous voyez? Là, on a... tous ces gens-là sont de la faction Corruption de l'Éther, Ether Corruption. Bref. C'est vraiment très classique hein, comme jeu. On n'est pas sur un gameplay révolutionnaire, encore une fois, c'est le gameplay de Titan Quest. Avec quelques petites choses en plus, donc le système de dévotion en plus, hein, qui n'était pas sur Titan Quest, qui est assez sympa. Par contre, vraiment, le système de maîtrise, c'est rigoureusement le même. Donc vous n'êtes pas, dépaysé si vous avez joué à Titan Quest. Alors, ici, c'est une ambre brûlante. Ou plutôt une cendre brûlante, en l'occurrence. Après, les cristaux d'éther, il en faudra pour d'autres choses. Hein, il n'en faut pas que pour réinitialiser vos points. Bah dis, on tombe directement sur le nécromancien. Quelle joie est la mienne. Donc vous voyez le réanimateur de mort, c'est lui, hein, Kizog le réanimateur. Hein, de toute façon il s'appelle réanimateur, le mec sera pour rien. Vous voyez à quel point le mec il tabasse, hein. Je souffre. Donc je m'éloigne un peu, histoire que ma constitution remplisse un peu ma vie. Par contre ça sert à rien que je tabasse tous les mobs. C'est lui qui fait buter. Parce que sinon il va arrêter ses potes. Donc ça sert pas à grand chose. Voilà, on va se soigner un peu. Je pourrais prendre une potion de vie hein, aussi plutôt que de compter sur ma constitution. Ce serait pas forcément idiot parce que je vais me retrouver à 0 de constitution moi, bientôt. Ok, il est mort. 90 XP de bonus. J'ai avancé dans la quête. Et j'ai du loot. Alors, Searing Ember. Un scrap, un cœur gelé. Et une 3e Searing Ember. Alors, nous avons un gourdin sauvage vampirique. Ouais, 5% des dégâts convertis en vie, c'est pas énorme non plus. Et une massue à boules de célérité. Qui a l'air de taper plus fort que ce que j'ai. Alors, j'ai 63 en DPS, on passe à 71 en DPS. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus fort. Alors notez que là du coup j'ai 3 Searing Ember, hop je les assemble. Du coup qu'est-ce que ça fait? Ça donne 2K de dégâts de feu, plus 12% de dégâts de feu, 10% de dégâts physiques convertis en dégâts de feu. Et ça donne un skill qui va être du coup lié à l'item sur lequel on va mettre cet objet. Ce skill c'est explosion de feu, ça lance une boule de feu explosive sur la cible, ça coûte 18 en mana. Ça a un rayon de 2,50 m, ça fait 20% des dégâts de votre main principale, plus 66 à 76 dégâts de feu, c'est plutôt beaucoup. Et 162 points de dégâts de feu en dot pendant 3 secondes. Donc c'est vraiment un truc qui fait très mal. Mais j'ai pas envie de commencer à mettre ce genre de truc sur mon stuff, parce que mon stuff il est tout pourri. Donc ça ne me semble pas être le truc le plus indiqué à faire. Alors, est-ce qu'il y a des choses à looter? Oui. Une ration de nourriture. Bah ça fait du bien. Ça me rend ma constitution. Nous avons obtenu une pièce d'armure qui est un poil meilleure que celle que j'ai.
Un élixir d'esprit, ça je m'en fiche. La tunique de novice. De toute façon, il va falloir que j'aille vendre, pas tard. Alors. Tonic of Mailing, voilà, c'est ça. Ça permet de soigner. Hein, c'est comme les boules rouges sur Diablo 3. Les globes de vie. La ration de nourriture, c'est pas nécessaire d'aller la prendre. Et au niveau constitution, je suis plutôt blindé. Je vais la prendre quand même, pourquoi? Parce que je suis bientôt à mon niveau. Et que de toute façon, cette zone, je vais bientôt en avoir fini avec elle. Vous voyez, c'est pas très grand. Et je compte pas forcément revenir ici par la suite pour choper de la ration. Mais normalement, vous avez des rations, vous les laissez, hein, et vous revenez les chercher plus tard. Parce qu'à un moment donné, vous aurez beaucoup besoin de ça. Alors, une armure... Alors, cette armure, je pense que si je fais pas n'importe quoi, je dois pouvoir... Ok, donc on va jeter cette tunique de novice. On va regarder ce que vaut cette armure. Cette armure, elle est beaucoup plus forte que ce que j'ai. Toutefois, elle nécessite 118 en physique. Alors, je pourrais attribuer ces 2 points en physique. Je passe à 107. Et ensuite, j'augmente avec 2 points de compétence. Ici, normalement, j'ai les 118 en physique. Non, j'ai 117. C'est toujours la blague. Voilà, augmenter les maîtrises, c'est jamais perdu, hein. Croyez-moi. Par contre, je garde toujours les 2 points de compétence ici pour prendre probablement volonté du menhir, je pense. Peut-être conditionnement militaire. Bien que j'en suis pas forcément trop sûr. Du coup, j'équipe cette armure et je peux ramasser la tunique de novice. Et je vais aller vendre. Donc là, je suis revenu à l'entrée. Donc je vais commencer par aller vendre avant d'aller attaquer l'obélisque. Parce que par là il y a une obélisque. On va regarder ça ensemble. Alors le Rift Travel il est là. Donc je pourrais valider la quête. D'abord je vais aller voir le PNJ vendeur. Là il y a Kirik qui est un vendeur. Puis, je vais lui vendre. Je pourrais démonter les objets pour en faire des compos. Craft, mais pour l'instant je vends. Je vais avoir besoin de pas mal d'argent. On a le bouton pour automatiquement tout remettre ensemble. Ensuite je vais valider la quête chez Capitaine Bourbon. Voilà, là les attaques des morts ont ralenti et leur nombre s'affaiblit. Apparemment vous avez géré la source. Oui. C'était une créature qui créait cela. C'est dérangeant. Grâce à vos efforts, nous tiendrons peut-être un peu plus longtemps. J'ai envoyé un mot au garde de la porte. Parlez-lui, il vous laissera rentrer. Bienvenue à Donald Crossing. 350 XP, 300 Iron Beats et 500 points de réputation envers des Donc lui, il veut que j'aille parler à Kasparov, à l'intérieur du village. Je le ferai. Pour l'instant, je vais juste finir la caverne où j'étais parce que justement, vous voyez ici sur la minimap, il y a un shrine en ruine, un hôtel en ruine. Les hôtels en ruine vous donnent des points de dévotion. Il y a 2 types d'hôtels pour la dévotion, les hôtels en ruine et les autres, je sais plus comment ils s'appellent. D'abord, il faut détruire les 2 cristaux de terre. Donc là, vous voyez l'hôtel en ruine. Quand je le sélectionne, il va m'indiquer ce qu'il faut pour le nettoyer. Pour le nettoyer, il va falloir en l'occurrence un cristal d'éther. Alors des cristaux d'éther, j'en ai, hein, vous voyez. Donc je vais faire offrir. Alors c'est pas la peine de faire ce que j'ai fait, hein. Mais je vais faire offrir et du coup, voilà. L'hôtel est nettoyé, j'ai gagné un point de dévotion et un peu de loot. Parce que le loot c'est quand même toujours bien. Un
un peu de scrap, disons, c'est la fête. Ok, du coup maintenant, notez, j'ai un point de dévotion, c'est indiqué ici, donc vous pouvez avoir 55 points de dévotion. Pour avoir la totalité des points de dévotion, je crois que vous ne pouvez pas l'avoir juste sur le mode normal, si j'ai pas de conneries. Après, encore une fois, quand je jouais à ce jeu à l'époque, il n'y avait pas de système de dévotion, donc c'est un système sur lequel j'ai essayé de me renseigner un petit peu, mais je ne peux pas dire que je le maîtrise, puisque j'ai jamais pratiqué. Mais voilà, j'ai un point de dévotion, je pourrais par exemple maintenant prendre ceci. Par exemple. Je ne vais pas l'utiliser pour l'instant. J'en ai pas de nécessité. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en ville. Et je pense que... hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Une masse. Ouais, une masse à ailette. Ok. Ok, plutôt pas mal. Donc je passe à niveau 6 avec tout ça. Hein. Donc j'ai quand même encore toujours des points de compétence à développer. Je pense que Overguard, c'est une compétence que je vais aller chercher. Overguard, ça coûte 25 points d'énergie. Ça a un cooldown de 20 secondes. Ça dure 10 secondes. Ça vous donne 6 d'absorption des dégâts. Ça augmente de 25% la régénération de santé. Et ça réduit le temps de récupération du bouclier. Parce que normalement, quand vous bloquez au bouclier, votre bouclier, il y a un certain temps pendant lequel il ne peut plus bloquer. Ça réduit la durée de stun. Ça augmente la quantité de dégâts bloqués par votre bouclier. Et ça vous donne une chance de renvoyer le stun. Donc Overguard, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, je trouve que c'est bien et je pense que je vais aller le chercher. Alors lui, il a une quête, ce monsieur, Armand. J'ai entendu dire que vous avez nettoyé Lower Crossing. Si vous voulez continuer à vous battre contre ces bâtards, il faudra de meilleur équipement. Voici quelque chose que vous ne reverrez jamais dans ce monde étranger. Un cadeau. Prenez ces pièces de fer de mes mains, j'en ai plus besoin. Pourquoi vous m'aidez? Vous voyez, ils ont tué mon Annabelle lorsque le village a été envahi au départ. Maintenant, je peux pas la ramener. Hein. Et de toute façon, si on essayait, il faudrait lui mettre une balle dans le crâne. Bah oui, parce que si on la ramenait, ce serait sous la forme de zombie. Il ne me reste plus que la revanche. Alors, je suis prêt à payer cher à tous ceux qui voudraient faire payer à ces abominations. Prenez Pharos, Chilus et Nigan par exemple. C'était jadis de bonnes personnes, c'était des défenseurs de l'Empire. Maintenant, ils ne sont plus que des rats qui hantent les marécages de Whitemire. Massacrez-les. Écoutez, oui, hein. J'ai aucune raison de refuser une quête. Ce monsieur a aussi une quête, Barnabas. Alors, notre pompe avant est cassée et nous n'avons plus assez d'eau. Il va falloir retrouver des parties pour la réparer. On peut toujours faire fondre les armes que nous avons, mais je suis pas trop fanat de l'idée d'être dévoré dans mon sommeil. Il va donc falloir des scraps. Est-ce que j'ai assez de scraps pour toi? Impressionnant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de fournitures qui sont entrées d'un coup. Apparemment, tu as l'air de bien te démerder. Je vais réparer la pompe et elle va marcher d'ici rien de temps. On pourra de nouveau boire de l'eau grâce à vous. Bah oui, d'avoir aidé. 350 XP, 300 Iron Bits, je prends. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la pompe à eau fonctionne. Le problème, c'est que ça pue les égouts. Ça n'avait pas senti aussi mauvais depuis que j'avais nettoyé un antre de Slith il y a très longtemps. Ce sont des reptiles haïssables. Ils font leur demeure dans les marécages et dans les caves obscures. Ils sécrètent un poison malicieux dans l'eau qui la rend potable pour eux.
mais presque fatale pour nous. Je suis prêt à parier une bonne somme de fer qu'il y a un nid dans la caverne qui alimente notre pompe. J'aimerais bien que vous y alliez et que vous les tuiez. Comment rentrer dans la caverne? Cette clé va ouvrir une cave dans la remise derrière moi. Ok. Donc il faut que j'aille ouvrir là derrière. Il y a une trappe d'or. Il faut que j'y aille. On peut toujours essayer d'y aller tout de suite. Pour tuer les slits. Il y a quand même pas mal de quêtes sur ce jeu, j'aime bien. Bon, après, ça reste du hack and slash, donc c'est relativement tout droit, quoi. Ces gens sont niveau 7. Bon, je suis niveau 6. Donc ça devrait le faire. Ouais, je disais, les quêtes, c'est pas forcément un truc absolument délirant. Hein. On est sur un hack and slash, mais un hack and slash avec des quêtes, c'est toujours mieux qu'un hack and slash purement en bâche, quoi. Parce qu'au premier Diablo 2, les quêtes, bon, il y en avait, mais elles n'étaient pas très nombreuses, quoi. C'est vraiment le hack and slash pour le hack and slash. Toi, à l'œil, tu vas me casser les noisettes, alors que tu es en premier. À mon avis, c'est pas des slits, ça. Ce qui pourrissait votre flotte, c'était pas que des reptiles. Hein. Ces zombies n'ont pas l'air très reptiliens, si vous voulez mon avis. Je suis sûr que Sylvain Durif, notre expert en reptiliens, serait d'accord avec moi. En plus, ces zombies se battent avec les reptiliens. Visiblement. Ah, ce sont des araignées. Je déteste les araignées. Alors j'ai le jeu en anglais. Je pense que le jeu pourrait se passer en français. Si on regarde dans les options, est-ce que je peux passer le jeu? Non, je ne peux pas le changer là, le passer en français. Je ne sais même pas si le jeu existe en français d'ailleurs, cela dit. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Parce que là, bien sûr, le jeu, je le lance par Steam, hein, pas par GOG. Ça aurait été GOG, j'aurais pas dit, parce que GOG, en général, c'est pas de version française. Là, il est lancé via Steam. Alors pourquoi est-ce que je traite ce jeu aujourd'hui? Tout simplement parce que pendant les soldes de Noël de Steam, j'ai pu mettre la main sur l'add-on Ashes of Malmouth. C'est un add-on qui m'intéressait depuis longtemps et j'avais jamais pris le temps, entre guillemets, de me renseigner dessus ou de l'acquérir. Maintenant c'est chose faite grâce aux soldes divers de Steam. Alors par là il y a la quête, vous voyez sur la minimap il y a une étoile. L'étoile signifie que c'est l'endroit où il faut aller pour la quête. N'étant pas d'un naturel pressé, je vais quand même finir par nettoyer ce donjon. Il y a une trad, il me semble bien qu'il y a une trad, hein, Brousaille, mais je sais, c'est probablement dans les options sur Steam qu'il faut modifier la langue, je suppose. Bon, ça dit, à titre personnel, ça me dérange pas, mais effectivement, je sais que c'est toujours mieux pour streamer si on a des gens en français. Alors, un futal en cuir, c'est mieux que ce que j'ai. Hop, mon équipe. Le reste est moins bon que ce que j'ai. Ah, cette veste est pas dégueu, mais c'est quand même moins bon que ce que j'ai. La pourrissante, je me casse la noisette, sans casse trop là. Bon, encore une fois, je joue en vétéran. Hein. Si vous jouez en normal, les monstres ont beaucoup moins de points de vie, donc vous les tuez beaucoup plus vite.
Et vous avancez donc beaucoup plus vite dans l'histoire. Hein, puisque vous avez moins de monstres et les monstres se tuent plus vite. Une ration de nourriture. Ouais, bon. C'est pas forcément idiot de l'avoir prise. Ça va. Alors, des trucs de soins. Alors, notez que là, on est dans un endroit qui n'est pas signalé sur la minimap. Sur ce jeu, régulièrement, sur les zones, vous allez avoir des zones secrètes qui sont en dehors de la minimap. Et dans ces zones secrètes, généralement, vous allez trouver du loot. Et là, en l'occurrence, on a du loot jaune, donc c'est plutôt pas dégueu. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Une armure moins bonne que celle que j'ai, mais c'est une tunique. Une armure d'apprenti. Un bouclier rond qui requiert 145 en physique. Ouais, mais je vais pas mettre tous mes points qu'en physique. Je pense que cette fois-ci, je vais en mettre en cunning déjà pour commencer. Il est bien, ce bouclier. Bon, cela dit, il coûte trop cher en physique pour que je puisse l'utiliser. On a eu une dague sacrificielle. Bon, si c'est moins bon que ce que j'ai. Dans le pire des cas, ça fera toujours du gold. Hein. Enfin, du fer. Ah, il y a un œil. Les yeux vous tirent de la foudre à la gueule. C'est pas très poli de leur part. Alors si jamais avec ce point de vue là vous voyez rien, vous tournez à la caméra avec la molette de la souris, vous appuyez sur la molette, vous tournez. Alors, j'ai a priori tout vu. Donc maintenant, je peux retourner vers la suite. Oui, c'est de ça dont je parlais en fait, brousaille, les passages secrets. Comme là, il y avait un mur qui était destructible. Ça va ouvrir un passage secret. Il y en a pas mal sur la... Enfin, dans mes souvenirs, il y en avait pas mal sur le jeu. Je passerai très probablement à côté de 90% d'entre eux sans les voir, mais ça peut être sympa si vous arrivez à les localiser. Alors, nous arrivons dans l'aquifère du diable. Oups. Quelque chose me dit que je vais y décéder. La touche pour les C9, les potions de santé. Ok. J'essaie de prendre potion de santé en appuyant sur 11. Effectivement, il n'y a rien qui se passait. Eh ben. C'est une petite frayeur là. Alors, des bottes et une grande épée. Bon, la grande épée va m'intéresser. Des restes entrés dans un cocon. Ok. Et un bouclier. 145 en physique. Je n'ai pas 145 en physique. Il y a des zones entières secrètes avec des boss et tout. Ben voilà. Comme je disais en préambule, hein, c'est un jeu où même si vous avez un côté un peu couloir a priori, faut pas avoir peur d'explorer sur ce jeu. Là-bas on voit des choses, mais on y va par ailleurs. On voit les fameux slits là-bas. Alors, Polished Emerald. Oh, oh, et puis les bottes, elles sont pas dégueu. Alors, on a des pompes, 52 armures, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai. On a une Polished Emerald.
Du coup, la Polished Emerald finie, elle donne 8 en physique, 8 en cunning, 8 en spirit. Ça s'utilise dans les boucliers, les mains gauches de caster, les anneaux, les casques et les plastrons. Ok. Je pourrais l'utiliser dans mon plastron par exemple. Mais ce serait de l'overkill. Alors nous sommes niveau 7. On ne peut toujours pas apprendre de deuxième deuxième maîtriseur. Pour l'instant je garde mes points de compétence. Oh punaise, je déteste ces monstres. Il y a un chaman en plus. Le Vanguard là il est incroyable. La food ration là elle fait du bien. J'aurais pu la garder pour un peu plus tard mais bon. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des trucs ici. On a trouvé un Ichor mutagénique, ça fait des dégâts d'acide et de poison et ça convertit des dégâts physiques en dégâts acides. Ok. On a trouvé un cœur gelé, mais on en avait déjà 2, donc maintenant on en a 3 et on a un cœur gelé qui donne plus 70 en vie, 10% résistance au froid, 21% de réduction de la durée de congélation et de pétrification. Voilà qui peut être tout à fait sympathique. Je suis assez content qu'on ait pu compléter comme ça plusieurs trucs à sertir. Bon, cette zone, elle, par contre, elle est particulièrement couloir. Hein. Ouais, le stun AOE, il est quand même tout à fait appréciable. Tant que vous n'êtes pas un peu plus stuffé et que vous n'êtes pas un peu plus sûr de vous. Donc encore une fois, c'est probablement quelque chose que je supprimerai dans mon build à terme. Le Force Wave, mais pour l'instant, c'est quelque chose que je suis relativement ravi d'avoir. Alors, un collier de slits. Alors, ce slit necklace, qu'est-ce qu'il fait donc? C'est un objet de quête. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un objet de quête. J'ai pas de quête a priori liée à cet objet, mais... Alors c'est un guerrier de bourbe profonde. Ok. Alors nous sommes niveau 8, nous n'avons pas encore notre deuxième maîtrise, ce sera donc probablement au niveau 10. Un mousquet. On va les vendre. Et on revient. Alors ça c'est mieux que ce que j'ai. Ce bouclard il est joli. Plus 6% en physique en plus. C'est plutôt pas mal. Parce que si vous avez 150 en physique, bah ça fait quand même 9 en physique en plus. Mais d'ici que je puisse m'en servir, à mon avis, il va se passer du temps. Je vais quand même le garder au cas où. Voilà.
Je prendrai les autres quêtes plus tard, hein. Je vais déjà commencer par nettoyer ce donjon. Alors un mousquet, les mousquets c'est pas pour moi, hein. Je suis pas démolitionniste, j'utilise pas ça. Ces gants sont assez merdiques, m'intéresse moyennement, mais là encore le but c'est de vendre hein, tout ça. J'ai 2311 Iron Bits. Je vous rappelle qu'il en faut 3000 pour réparer le pont plus loin. Ça dit il faut 6 scraps et des scraps il m'en reste 1. Donc il va falloir que je refasse un stock de scraps. Bon, pour un jeu que je fais en difficulté vétéran, c'est pas non plus infaisable. Hein. Vous voyez, la difficulté vétéran, elle est pas... Toile, chaman. Je vais te calmer tout de suite. Une ration de nourriture. J'ai pas de raison de la prendre tout de suite. Je veux dire, je suis loin de la fin de mon niveau. Donc il faut que j'économise la nourriture. Et là, je suis déjà passé ici, ok. Alors, la quête, elle est là-haut. Ok. Ai-je une raison de rusher la quête? Non. Hein. Je vais continuer à taper ces sympathiques petits personnages. Là. Ouf. Voilà Vilote le corrupteur. Après le réanimateur c'est le corrupteur. Non, on évite de rester dans ce genre de truc là au sol. Ah le mec il se la joue chambé hein. Ah il est niveau 9. Ah il me défonce la gueule lui. Mais t'as vu que je ne fais pas assez de dégâts pour impressionner la personne. Ouais, je l'impressionne pas beaucoup le mec en fait. Je le stun pas, je pense que parce que ça doit être un boss, ça s'explique que je ne stun pas. Oh la vache. Le cochon épique hein. Heureusement que j'ai laissé une ration de nourriture quelque part dans ce niveau parce que je crois que j'en vais en avoir besoin. Skill's not ready. Voilà ce qui arrive quand vous êtes en vétéran et que vous n'avez pas réparti tous vos points de skill. C'est galère. Alors une ration de nourriture. Oh là là. On a même du bleu, c'est-à-dire du stuff épique. Mazette, voyez-vous ça? Donc on a un bouclier en planche, magique, donc mieux que le nôtre. Hein, il fait des dégâts d'acide, de poison, il a de la résistance aux dégâts perçants et aux dégâts de poison et d'acide. Bah écoutez ma foi, hein, prenons cette super planche anti-acide.
Nous avons des jambières en cuir du loup qui sont forcément meilleures que les jambières en cuir normal. Hein. 4 en physique, 6 en cunning et 5% de cunning. Notez, au niveau du DPS, là on est à 75. On passe à 77. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours du DPS en plus. Hein. Moi, je crache pas dessus. On a eu un flingue. Bon, bah, ok. Et ces gants, l'étreinte des ombres, ce sont des gants épiques qui donnent 22 en cunning, qui permettent d'esquiver des attaques en mêlée, qui donnent plus 2 en voile des ombres. Alors, voile des ombres, je suppose que c'est une compétence de Nightblade. Ça fait un peu chier d'avoir ça. C'est un item niveau 16. Bon, bah, d'ici niveau 16, j'aurai des trucs avec beaucoup plus d'armure. Mais je stockerai dans mon stash au cas où un jour je me fasse un Nightblade. Et nous avons encore un Ruin Shrine. Tiens, c'est cool. Eh ben, on va y remettre un Ether Crystal. Et un point de dévotion. Je pense qu'on peut pas tout porter, tout ça. Si. My inventory is full. Ouais, il me semblait aussi. Alors, j'ai cru voir qu'on avait une épée de guerre. Alors, une épée de guerre de rapidité. En métal de récup. Plus 36 en DPS. Ouais. Bon, je crois que je vais quand même passer mon physique à 145. Hein, parce que 12% d'attaque speed en plus. J'ai plus 36 en DPS. Là, on est quand même sur quelque chose qui est costaud. Donc actuellement, en physique, j'ai 126. Il me faut 19 en physique. Si je mets des points là... Bon, bah j'ai mis 4 points de compétence, énorme, 4 points de maîtrise, et normalement j'ai les points de physique. Alors en maîtrise, j'avance, hein. Je pourrais mettre des points là-dedans, etc. Encore une fois, pour l'instant, je ne suis pas sûr de vouloir faire ça, donc je ne sais pas. Du coup, on va enlever notre bouclier. Ça va nous foutre dans la merde au niveau du stuff. Donc on va d'abord devoir vendre, parce que sinon on n'aura pas assez de place pour ranger notre bouclier avec. Mais je suis content, ça fait un deuxième point de dévotion qui est acquis. Alors nous avons un bouclier rond improvisé. Qui est pas mal. Alors des ossements de la foudre. Flame Drinker Ointment, c'est une espèce de potion. Ça dure 450 secondes. C'est-à-dire 7 minutes 30. 30% de résistance au feu et 20% de réduction des dots de feu. Ça, on le gardera dans notre stash quand on aura accès au stash, c'est-à-dire quand on sera rentré en ville. Ce bouclier improvisé, je le garderai dans mon stash, ça aussi. Et cette épée, je vais du coup l'équiper. Et je vais revendre ces deux items. Bah, du coup, ce bouclier en planche, là, je vais le vendre. Ok, j'ai maintenant 2900 Iron Bits. Pourquoi pas, hein. C'est l'époque du Malfus. Ah bah, il est très sympa, hein, mais comme je disais, c'est Titan Quest 2 en gros, donc c'est pas... Tu peux pas te tromper avec ça. Alors, un mousquet de rapidité, ok. Ouais, Grim Dawn, c'est forcément... Ah, ça tue plus vite. Hein. Grim Dawn, c'est forcément une valeur sûre. Alors, des plaques de récup. C'est la première fois qu'on en a. Ça donne un bonus d'armure. C'est plutôt pas mal. C'est quoi ça? Des gants de célérité. Ça donne de la casting speed. Oui. Bon, ça, la casting speed, je m'en fous un peu. J'ai tué le mob de quête, là. Donc en fait, je n'étais pas obligé de revenir ici, enfin si pour ramasser les loot quoi, mais je peux aller valider cette quête. J'ai l'air malin avec mon épée. Bon. Salut gars.
Vous allez nettoyer les slits? Les gens commencent à me supplier pour avoir de l'eau. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir les retenir. Ouais, c'est fait. Ok, super. Une fois que j'aurai pompé l'eau empoisonnée, la source sera assez claire pour qu'on puisse y boire. Je vais m'assurer que les gens soient au courant de ce que vous avez fait pour nous. Prenez mon sac à dos. Ah, le sac à dos il va être très utile. Parce que le sac à dos, bah, il m'ouvre ici des slots d'inventaire supplémentaires. Bah, c'est comme encore une fois sur Titan Quest, c'est la même chose. Hein. Vous avez des quêtes qui vont vous permettre d'acquérir des sacs à dos et du coup d'agrandir votre inventaire. Encore une fois, ce jeu, vous avez joué à Titan Quest, ce jeu c'est exactement le même. Il y a juste le décor qui change, mais à part ça, c'est le même quoi. C'est quoi ça? Fétiche en griffe. Ok. Alors, est-ce qu'on peut enfin rentrer en ville? 100 XP. Waouh, impressionnant. Bah, ça nous a suffi pour level up. On a 10 points de skill, c'est cool. Bah, on va attendre le niveau 10 parce que c'est au niveau 10 du coup qu'on va avoir notre deuxième maîtrise. Ici, on a le marchand de factions. Donc, en début de vidéo, je vous parlais des différentes factions sur le jeu et que le fait que les factions vont vous permettre d'avoir du stuff. Donc vous pouvez avoir ici en haut, l'ombre de chevron indique le niveau de réputation avec les factions. Donc ça, c'est si vous êtes amical, vous avez accès à cette huile de cœur de pierre qui vous augmente vos chances de shield block et cette teinture de sang de slit. Qui va permettre d'essayer de faire échouer les adversaires. Si vous êtes respecté, vous avez accès à du beau stuff vert de niveau 35. Si vous êtes honoré, vous avez accès à des compos de craft, à des recettes, des blueprints, à des sauts, hein, des anneaux épiques, des trucs comme ça. Et si vous êtes révéré, alors là vous avez du méga stuff, niveau 40 je crois, niveau 70 pardon, niveau 70, hein, donc c'est vrai je suis beaucoup plus loin. Avec par exemple ce bouclier hein, qui a des stats plus 21% en constitution, plus 552 points de vie. Des stats qui à notre niveau font rêver, bon à haut niveau ça fait moins rêver, parce que vous avez au niveau 70 vous avez facilement 10 000 PV je pense, 500 PV plus, ça c'est pas énorme mais bon. Alors... on a Faldis, on devait lui parler. Oui, c'est celui qu'on a renvoyé ici, en le sauvant. J'aimerais vous remercier. Prenez tout ce que j'ai trouvé ici, c'est pas grand chose, ça pourra vous aider. Alors, il nous donne du scrap, c'est cool, de la répute et 500 iron. Je valide. Sibylle, qu'est-ce qu'elle me veut? Je suis désolé de vous déranger, mais si vous allez vers Whitemire, pourriez-vous essayer de trouver mon frère? Qui est-il? Il s'appelle Milton Hart. C'était un soldat dans l'armée impériale. Lorsque nous avons fui Burwich, il a été volontaire pour couvrir notre retraite. Il a toujours eu un penchant pour les actes héroïques. Maintenant, ça fait des semaines et je n'ai plus entendu parler de lui. J'ai bien peur qu'il soit devenu l'un des morts vivants. Il portait toujours une amulette avec lui. Je lui ai donné il y a des années pour lui porter chance. Maintenant, j'ai bien peur qu'elle le préserve dans la mort. J'aimerais que mon frère puisse reposer en paix. Ferez-vous pour ça pour moi? Oui, oui, je le tuerai, je te ramènerai l'amulette. Là encore, on est sur de la quête ultra basique. Mais c'est un qu'elle sache, encore une fois, hein, pas, on n'en demande pas plus. Ici, on a le fameux stash, donc dans lequel vous pouvez mettre... Alors, vous avez stash personnel, vous avez le transfert d'objets. Donc en transfert d'objets, bah tiens, j'ai du stuff que j'avais placé ici, que j'avais chopé avec mon premier perso. Par exemple, ce bouclier de la perdition, 32% de chance de bloquer 508 points de dégâts. Il récupère son bloc en 0,8 secondes et il fait 91 points de dégâts physiques. Il fait également 10 dégâts d'acide, plus 28% de dégâts d'acide, plus 2% en vie, plus 8% de shield block. Il augmente l'armure de 4% et fait une riposte de dégâts d'acide. Et c'est un objet qui fait partie du set de perdition. Bon, c'est un objet qui demande 440 en physique et qui demande d'être niveau 40, donc c'est pas pour tout de suite. Et là, nous avons
l'écraseur d'esprit, qui est une masse à une main, hein, donc un truc qui fait un DPS correct, ouais. Bon après en DPS c'est pas non plus fou, hein, c'est 31 de plus que ce que j'ai, c'est quand même du niveau 45, vous voyez, mais ça donne un skill, un proc, 25% de chance, qui maudit l'adversaire. Donc qui réduit sa vitesse d'attaque, sa vitesse de cast, sa résistance à la vitalité, et qui l'empêche de régénérer sa santé. Bon bref, c'est du bon stuff. Je vais stocker ça. Le bouclier, ce sera... Alors on peut s'acheter des coffres. Le bouclier, ce sera là pour moi éventuellement en cas de besoin. Je vais stocker tous mes trucs qui sont terminés. Le Searing Ember, voilà. Parce après c'est comme sur Titan Quest, votre inventaire va être blindé par tous ces compos partiels. Bouclier de perdition, ouais, hein, joli loot. Je me souvenais plus que j'avais des trucs comme ça dans mon stash, mais ouais. Il est fort joli. Bon, mon autre perso n'utilise pas de bouclier, hein, c'est un mec avec une grosse masse à deux mains. Alors ici nous avons des gens, Constance, Alex et Jane, qui n'ont rien de spécial à nous dire. Et ici nous avons Sadina. Donc Sadina, c'est elle qui... Je me demande si c'est pas elle qui reset les points de dévotion, et les points de compétence d'ailleurs. Alors est-ce que c'est toi qui m'as arrêté quand j'étais possédé? Donc en gros c'est elle qui a, qu'on a vu dans la cinématique de début, qui avait bien remarqué que nous étions possédés par un éthéré. Pourquoi vous n'êtes pas occupé du réanimateur? Je suis pas venu pour le combat. Donc elle c'est plus une érudite qu'autre chose. Tu as parlé d'un guide spirituel. Si je te sers de guide, tu pourras passer au-delà des pensées douloureuses et recommencer à nouveau. Ok. Donc elle effectivement, c'est elle qui me permet de supprimer des points. Par exemple, si j'ai envie d'enlever ce point Force Wave, ça va me coûter 25 gold. Globalement j'aurai 3669, donc vous voyez, je pourrais tout à fait récupérer ce point de compétence. Par contre les points dans les maîtrises, eux, ne se récupèrent pas. Et en dévotion, alors pour l'instant je peux pas avoir accès à dévotion. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de points en dévotion. Si j'avais attribué des points en dévotion, je pourrais aussi les reset en passant par là. Ça me coûterait des Iron Bits et des cristaux éthérés. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah, bah tiens, hop, ici, il y a un petit journal. Un journal, c'est toujours un peu d'XP. C'est du lore, encore une fois, je ne vais pas vous le lire. 50 XP, écoutez, ma foi, c'est toujours bon à prendre. Donc, enquête active, j'ai quoi? Aider. Il faut que j'aide Kasparov avec ses recherches. J'ai le don de la sœur. Il faut que je trouve Milton Hart et que je prenne son amulette. Et quelque chose pour rien, je dois tuer Pharos, Julius et Nigan. Et en toute logique, c'est tout ce que j'ai comme quête. C'est ça. Vous voyez que les quêtes sont rangées dans le journal de quête en fonction de la faction. Donc Helping Out c'est pour la résistance. Sister's Gift et Something for Nothing c'est pour Devil's Crossing. Bon, pas que ça change grand chose, hein, vous allez me dire, mais voilà. Par contre, il est où l'autre que je dois aider? Kasparov. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu Kasparov. Ça me dit rien, Kasparov. Enfin, le nom me dit quelque chose. Bon, à part Gary Kasparov, ok. En termes de PNJ, je sais pas du tout. Je ne saurais pas vous dire où il est.
Carlyle. Non, je vais pas. Il est pas là-dedans, Kasparov. Ah, il est peut-être dans un endroit que j'ai pas encore vu. Edwin. Direni. Est-ce que j'ai du stuff à vendre? Non. Est-ce qu'il est pas dans la maison là, par exemple, Kasparov? Si, évidemment. Où est-ce que je rentre chez lui? Par là, ok. Bienvenue dans mon atelier. Je veux que vous combattiez les morts vivants. Vous avez été brillant. Ok. Je suis Kasparov, scientifique et inventeur. Les Éthériels utilisent les Riftgate pour arriver sur notre plan. Je travaille sur un moyen de les fermer. Puis vous êtes apparu, enfin vous avez trouvé notre Riftgate. C'est la première fois que nous voyons un humain qui arrive à passer par un Riftgate. Un humain vivant en tout cas. Il y a quelque chose avec vous qui est lié au Riftgate et j'essaye de le répliquer. Alors qu'est-ce qu'il veut lui? Il faut des cristaux d'éther pour alimenter ces machines. Ok. Alors, tu veux combien de cristaux, toi? 4 sur 4. Bah, j'ai déjà 4 cristaux, mec. Prends-les. Donc en gros, je fais une expérience pour essayer de comprendre pourquoi je peux utiliser le Riftgate et pas les autres humains. Mais ça marche pas trop. Ça dit si. Son expérience nous permet d'être plus fort et de gagner un point de skill. Moi, ça me va très bien. Alors ensuite, il me dit qu'il a perdu son apprenti. Pourriez-vous aller la chercher? Oui, si je la trouve. Si je la trouve, on verra. Ok, gagner un point de skill, c'est cool. Du coup, il faut que j'aille retrouver Bourbon à l'intérieur de la prison. Oui, qu'il a bougé, Bourbon. Bon, vous avez été Kasparov et Barnabas, bravo. Notre prochaine étape est la suivante. Il y a beaucoup de morts vivants à Burwich au nord. De l'autre côté, des marécages de Whitemire. Il doit y avoir une raison à cela. Peut-être que les éthérés sont derrière ces attaques et qu'ils sont là-bas. Nous ne pouvons pas en être sûrs sans enquêter là-bas. Il faudrait que vous puissiez capturer le Riftgate à Berwick Village. Suivez la route au nord, traversez Whitemire. Bien que, en l'état actuel des choses, vous aurez certainement quitté la route bien avant d'arriver au village. Continuez vers le nord, vous arriverez à la banlieue de Berwick. Elle est entourée par une palissade, il va falloir trouver un moyen d'entrer. Une fois que vous aurez sécurisé le Riftgate, revenez à Devil's Crossing. Ok. Donc au niveau de la carte, on me demande de traverser Whitemire qui est là et d'aller jusqu'à Berwick Outskirts, c'est là. Hein, donc il va falloir qu'on traverse Whitemire, Southern's Hollow et Foggy Bank. Hein. Donc on a la prochaine étape, la quête entre guillemets principale est relativement loin. Pour l'instant, cela dit, moi je vais arrêter là parce qu'il est midi. Il est temps que je fasse petit break. Donc c'est Grim Dawn, un excellent hack and slash. Pour moi, c'est du même tonneau que Titan Quest. Bon, ce sont les mêmes mécanismes, mais ce sont des anciens de l'équipe de Titan Quest qui l'ont fait, donc c'est pas étonnant. Titan Quest était mon deuxième hack and slash préféré après Diablo 2. Grim Dawn est au même niveau. Il y a aussi Path of Exile qui est à ce niveau-là. Pour moi, c'est le Caridas des hack and slash. Et honnêtement, je recommande hautement ces jeux. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.